Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo au Parlement européen, ici à Bruxelles. Cette semaine, l'Union européenne accueille son 28e membre, la Croatie. Le pays en récession attend beaucoup de l'Europe. Nous irons dans le sud du pays, à Split. Et l'Europe qui vient de s'engager dans la négociation d'un accord de libre-échange avec les États-Unis, un accord qui touchera tous les aspects de notre vie quotidienne. C'est à la une des télévisions européennes. Faciliter le libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, un projet relancé mi-juin par les dirigeants du G8 en Irlande du Nord, une nouvelle donne pour l'économie mondiale qui suscite l'intérêt des télévisions européennes. L'Union européenne et les États-Unis ont annoncé le début des négociations pour réaliser un ambitieux traité sur le libre commerce transatlantique. Ce projet pourrait rapporter 100 millions d'euros de chaque côté de l'Atlantique. Plus de 2 millions d'emplois pourraient être créés, une manne non négligeable en période de récession pour les grands de ce monde qui accélèrent le calendrier. Le président Obama a déclaré que le premier tour des négociations aurait lieu à Washington dès le mois prochain. Ce marché transatlantique d'investissement fera partie de mes priorités et celles de mon administration. Il est important que nous voyions juste, il faut résister à la tentation de réduire nos ambitions ou d'éviter les sujets compliqués dans l'unique but d'obtenir un accord. Mais en France, qu'en pense-t-on? On s'inquiète pour l'exception culturelle et on dépêche la palme des ambassadrices pour tirer la sonnette d'alarme auprès des députés européens. Il y a 2 ans, l'actrice française Bérénice Bejo jouait dans le film oscarisé The Artist. Maintenant, elle veut protéger le cinéma européen de la domination d'Hollywood. J'ai grandi avec les films américains, j'ai grandi avec la culture américaine et c'est très bien qu'elle existe. Mais je pense que et pour eux et pour nous, c'est important d'avoir la possibilité, c'est important d'avoir une contrebalance. Alors voilà pour ce zapping signé Marie Lebon. Alors nous sommes avec Yannick Jadot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes du groupe des Verts. Est-ce que cet accord, qui n'est pas encore signé, qui est en cours de négociation entre les États-Unis et l'Europe, est quelque chose de technique ou au contraire quelque chose qui va toucher notre vie quotidienne ? Ça va forcément toucher notre vie quotidienne parce que ce qu'on va négocier avec les États-Unis, ce ne sont plus des droits de douane, ce ne sont plus des tarifs, parce que ça, globalement, le commerce est totalement libéralisé entre les États-Unis et l'Europe. Ce qu'on va négocier, ce sont les règles qui régissent notre économie et les règles qui régissent notre vivre ensemble. Par exemple, en Europe, vous savez, nous avons une certaine conception des services publics, nous défendons une certaine vision de l'agriculture, de l'alimentation, on refuse globalement les OGM, le bœuf aux hormones, la viande chlorée. Donc il y a toute une série de choix de société qui vont être négociés dans cet accord et c'est pour ça que pour notre part, nous considérons que cet accord est très dangereux. Alors vous dites en fait que par exemple le poulet chloré, on sait que les Américains utilisent du chlore à la fin de l'abattage des poulets. Vous dites que les poulets chlorés, les OGM, le bœuf aux hormones par exemple, qui sont des choses aujourd'hui interdites en Europe, vont arriver en Europe à cause de cet accord ? Le risque, c'est que, à travers la négociation, on arrive à un système où tout ce qui est légal, légitime aux États-Unis, devienne légal en Europe. Est-ce que ça sera automatique ? Est-ce que ça sera à l'issue de cet accord ? C'est ça que... C'est pas forcément automatique, mais on voit bien que pour les États-Unis, ces sujets sont essentiels, c'est-à-dire qu'ils veulent nous alimenter avec des OGM, du bœuf aux hormones, de la viande chlorée. Et puis on voit de notre côté, ou ce qui est censé de notre côté, une Commission européenne qui n'a jamais caché que l'interdiction des OGM ne lui plaisait pas. Et on l'a vu encore dernièrement avec le président Barroso, qui considérait que l'exception culturelle était un élément totalement réactionnaire de la société européenne. Il a dit que la France était réactionnaire. Et que la France était réactionnaire. Donc on voit bien une Commission européenne qui croit dans les vertus du libre-échange et qui est prête à céder sur des choix qui ont été démocratiquement construits. Et puis en face des États-Unis qui sont, eux, unis dans leur volonté d'étendre, je dirais, leur système de règles
au marché européen. On comprend les craintes que vous avez, mais est-ce que quand même dans une période où l'Europe est en récession, où d'ailleurs c'est le seul continent du monde qui aille si mal sur le plan économique, est-ce qu'il ne serait pas, comme on l'a vu par exemple dans le reportage, nécessaire eh bien, de mettre un peu d'essence dans le moteur pour redonner de la croissance et créer des emplois ? Mais c'est là que aussi le bas blesse du côté de la Commission, puisque la Commission est sortie avec des chiffres extrêmement précis des bénéfices qu'on aurait à avoir cet accord, 0,5% de croissance, et jusqu'à, dans 15 ans, 545 € précisément par ménage européen de 4 personnes. Le problème, c'est que vous n'avez pas d'économistes sérieux qui justifient ces chiffres. Ce sont des chiffres totalement hallucinants, et ça fait 15 ans que la Commission, à chaque négociation, à chaque projet de dérégulation nous dit que ça va nous apporter de la croissance. Le problème, c'est que si toutes ces estimations passées de la Commission s'étaient révélées exactes, aujourd'hui, on a une croissance chinoise. Il est quand même paradoxal qu'une crise, qui est aussi la crise du libre-échange, de la dérégulation, du libéralisme, on nous propose de sortir de cette crise en appliquant la même recette qui nous a conduit à cette crise. Ce que vous dites globalement, c'est que cet accord, avant même que, en fait, finalement, la négociation ait vraiment débuté, cet accord est mauvais. Cet accord est mauvais parce qu'il se place dans un contexte politique qui n'est pas bon. Que moins on discute entre l'Europe et les États-Unis sur l'harmonisation par le haut de nos normes sociales, de nos normes environnementales, de nos normes sanitaires, ça serait une bonne chose. Mais on voit que des deux côtés, l'idée c'est plutôt de déréguler, de déconstruire ces normes plutôt que de les renforcer. On voit bien aussi l'objectif qui est toujours amené de dire que ça serait un bloc atlantique contre l'émergence de la Chine, par exemple. Mais on a vu que sur les panneaux photovoltaïques, Mme Merkel a fait alliance avec la Chine et a fait entrer, d'une certaine façon, la dictature corrompue du Parti communiste chinois à la table du Conseil européen. Donc tous ces arguments-là ne fonctionnent pas. Cet accord, c'est le résultat entre Cameron, qui veut faire un grand marché transatlantique sans politique, et Mme Merkel, qui ne défend aujourd'hui, malheureusement, que ses intérêts commerciaux. Enfin, la Chine à la table du Conseil européen, vous êtes un peu dans le symbole quand même. On est dans le symbole, mais à partir du moment où la Chine arrive à faire pression sur un certain nombre de pays européens en les menaçant de rétorsion sur les investissements qu'elle pourrait faire, et donc ces pays-là ne veulent pas de mesures anti-dumping, que l'Allemagne fait alliance avec la Chine, on voit que la Chine a réussi à diviser l'Europe, et l'Europe n'est jamais aussi faible que quand elle est divisée. Alors on parlait d'un mot tout à l'heure, on disait réactionnaire, c'est ce qu'avait dit il y a quelques jours José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, à propos de la France. Il y a eu des noms d'oiseaux qui ont fusé comme ça entre la France et ici à Bruxelles. Le carburant du Front National, a dit Arnaud Montebourg. Chauvinisme, a répondu la Commission européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un fond de vrai dans ce que les responsables français, parce qu'il y a aussi M. Bartolone qui en rajoute, est-ce qu'il y a un fond de vrai dans les accusations des responsables socialistes français? Depuis le début de cette mandature et dans la précédente, on a combattu Barroso sur sa ligne politique. Les écologistes, on a même fait campagne en 2009 pour éviter d'avoir de nouveau José Manuel Barroso comme président de la Commission. Mais on a aussi combattu M. Barroso parce que c'est un président servile des chefs d'État et de gouvernement européens. Si le budget européen qui se négocie en ce moment est en régression, qu'il ne nous permet pas de faire les investissements du futur, c'est aussi parce que les États ont décidé que ce budget devait être en régression. Ce sont les États qui ont donné mandat à la Commission européenne pour négocier ce mauvais accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc il est trop facile de prendre la Commission comme un bouc émissaire. La France doit peser en Europe, doit arrêter d'être sur la défensive vis-à-vis de Mme Merkel ou vis-à-vis de M. Cameron. La Commission européenne, c'est un exécutif. Que ce soit aujourd'hui un exécutif libéral, conservateur, c'est évident, mais les ordres, le donneur d'ordre, ça reste le Conseil européen, que la France assume ses responsabilités. Est-ce que la Commission européenne, est-ce que M. Barroso sont à la solde des États-Unis ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit à la solde des États-Unis. Évidemment, la Commission européenne croit dans les vertus du libre-échange et croit qu'il suffit même de libéraliser de manière unilatérale de notre côté pour apporter du bien-être. C'est faux aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. C'est à l'opposé de ce que pensent les Américains. Mais il est évident aussi que M. Barroso, qui aura fini son mandat dans à peu près un an, est aussi candidat
à l'OTAN ou au secrétariat général des Nations Unies, et que pour ça, il aura besoin du soutien des États-Unis. Mais M. Barroso, ce n'est pas une surprise, on l'avait vu sur la guerre en Irak, est un atlantiste, et comme les Britanniques, il préfère l'alliance avec les États-Unis qu'une Europe forte. Merci Yannick Jadot d'avoir accepté notre invitation. On va rester dans ce sujet. On va recevoir dans un instant Philippe Ricard, qui est le correspondant du journal Le Monde, ici à Bruxelles. Et nous allons justement voir à quel point le torchon brûle entre Paris et Bruxelles. Regardez. Tout a commencé il y a plusieurs semaines. La Commission évoque les réformes structurelles à mener en France. Réforme des retraites, coût du travail. Paris bombe le torse et souffle que Bruxelles n'a pas à lui dicter sa conduite. Quand le gouvernement français obtient de garantir l'exception culturelle dans l'accord de libre-échange Europe-États-Unis, c'est Barroso qui tacle et taxe Paris de réactionnaire. Alors quand Arnaud Montebourg, le bien nommé ministre du redressement productif, répond à l'invective, ça donne ça. Mais M. Barroso est le carburant du Front National. Ambiance. Cécile Duflot, Alain Juppé, plusieurs responsables politiques français montent aussi au créneau et tapent sur le président de la Commission. Loin de calmer le jeu, il répond. Il serait bon que certains responsables politiques comprennent que ce n'est pas en attaquant l'Europe et en essayant de faire de la Commission le bouc émissaire de ses propres difficultés qu'ils allons arriver très loin. On s'était pourtant bien habitué aux éclats de voix entre Paris et Bruxelles sous l'ère de Nicolas Sarkozy. Mais là, on frôle la sortie de piste, non? Il faut dire qu'entre la Commission européenne, à dominante libérale et conservatrice, et la France et son gouvernement social-démocrate, la cohabitation n'est pas simple. Mais quand même, encore un peu et on attaque les noms d'oiseaux. Alors, le torchon brûle-t-il entre Paris et Bruxelles? Voilà pour ce billet de Nora Hamadi. Philippe Ricard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant du journal Le Monde, donc vous suivez les affaires européennes. Comment vous expliquez que le ton soit monté comme ça, très fortement, en quelques jours, entre Paris et Bruxelles? Pourquoi maintenant? Il y a quand même un certain nombre de contentieux qui sont apparus. Le premier, c'est effectivement la recommandation de la Commission européenne qui était beaucoup plus précise que l'année précédente, en particulier sur les retraites. Or, François Hollande a mis en avant la souveraineté de la France finalement pour dire c'est à nous de décider, la Commission n'a pas à être trop intrusive. Le second, c'est l'accord de libre-échange et cette fameuse exception culturelle. Autant de situations où en fait on sent bien des différences d'approche dans le rythme des réformes, dans l'ampleur du libre-échange pour sortir de la crise économique que l'Europe connaît. Voilà, donc il y a des dossiers quand même qui sont assez conflictuels. Et puis plus largement, ça s'inscrit aussi dans un vaste débat, une vaste redistribution des pouvoirs en Europe, où les États cherchent toujours plus, en particulier la France et l'Allemagne, à reprendre le contrôle sur la Commission européenne, qui est une instance qui est soit jugée trop peu efficace, notamment vue de Berlin, dans la lutte contre le chômage des jeunes, le redressement des pays en difficulté, soit jugée trop technocratique, vue de Paris, où on veut précisément avoir la main sur les réformes que l'on fait aussi sous la contrainte européenne. On évoquait dans le reportage les différences de bord politique, évidemment, entre un gouvernement socialiste et une commission, et puis de toute façon l'ensemble des gouvernants européens plutôt à droite. Est-ce que ça joue aussi ? Ça joue, mais je ne pense pas que ce soit le ressort principal. Parce que ça aurait pu éclater plus tôt alors, de toute façon. Parfois, on était un petit peu sur les mêmes tensions du temps de Nicolas Sarkozy également à l'égard de la Commission européenne, même si lui avait beaucoup plus de proximité avec José Manuel Barroso, naturellement, hein, du fait des idées conservatrices, c'est la même famille politique. Entre Hollande et Barroso, il n'y a pas cette complicité, on va dire, naturelle, mais je crois que les ressorts de cette virulence, de ces différents moments extrêmement forts, en fait, entre Paris et Bruxelles actuellement, sont à chercher de façon beaucoup plus large en fait. Est-ce que cette position très dure de la France et de l'ensemble des responsables politiques français de gauche, parce que par exemple Claude Barthelone a également été dur vis-à-vis de José Manuel Barroso, est-ce que ça renforce la position de la France qui marque des points sur le plan européen, ou est-ce qu'au contraire dans les mois qui viennent, finalement la France va se trouver affaiblie ici à Bruxelles? De toute façon, la France ne part pas d'une position extrêmement forte en ce moment.
étant donné ses difficultés économiques, étant donné la toute-puissance de l'Allemagne au sein de la zone euro, il est très clair de toute façon que Paris, que ce soit sous Nicolas Sarkozy comme François Hollande, et ça s'est peut-être accru depuis l'élection du président François Hollande parce que les difficultés économiques se sont accrues, le décrochage avec l'Allemagne est d'autant plus fort, la France ne part pas d'une position extrêmement forte. Il faut quand même constater que depuis un an, depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande, celui-ci avait quand même essayé d'avoir des relations les plus polies possibles avec la Commission européenne. Et ça marchait plutôt bien d'ailleurs. Et ça marchait plutôt bien, de manière notamment à obtenir un peu plus de délais pour assainir les comptes publics en France. Et que sur ce plan-là, il y a de vrais acquis, il y a un vrai dialogue quand même. Il n'y a pas que cette ambiance de crise, il y a eu quand même certaines avancées. Et j'ai l'impression quand même que du côté notamment de la Commission européenne, de certaines institutions, autant on est un petit peu sous le choc de l'offensive française sur certains domaines très emblématiques, autant on attend toujours beaucoup en fait de François Hollande dans sa volonté, pas apparente, affichée au moins à Paris, de réformer autant que possible la France. Et on veut croire qu'il utilise parfois un petit peu la bande européenne pour critiquer Barroso notamment, pour gagner des marges de manœuvre en France, et on attend des résultats, notamment au bout des 2 ans de délai supplémentaire. Donc je trouve qu'il y a eu quand même que le dialogue n'est pas totalement terminé, rompu entre Paris et Bruxelles. Alors il y a, Philippe Ricard, un dossier important aussi, c'est l'élargissement de l'Europe. Dans quelques jours, l'Europe n'aura plus 27 États membres, mais 28. Le 28e, c'est la Croatie. Tout d'abord, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Et on va partir ensemble à Split, où on va voir que la Croatie est un pays qui entre dans l'Europe, mais qui sort également de 3 années de récession. Regardez ce reportage à Split, il est signé Jérôme Rabier. Avec ses 1800 km de littoral, son patrimoine culturel et ses vieilles villes conservées, la Croatie a tout du décor idéal de carte postale. À 2 heures de Paris en avion, la région de la Dalmatie et sa capitale, Split, font figure de destination rêvée pour les Européens en quête de soleil et de balades touristiques. On a quand même ici un magnifique panorama sur Split. Sur cette forteresse de Klis 2 fois millénaire, des travaux de réhabilitation sont en cours, avec l'aide de fonds de préadhésion que la Croatie touche depuis quelques années. Les travaux ont commencé il y a 3 ans environ, avec 7 portions murales qui étaient totalement démolies. Maintenant, ils travaillent à l'intérieur et en haut, il est prévu d'installer la salle d'accueil du préfet de la région, le Župan, pour la réception des délégations étrangères. Et là, en dessous, ce sera le musée de la Dalmatie. Pour cette ville historique qu'est Klis, c'est vraiment très important d'avoir pu commencer la rénovation de la forteresse. Et nous espérons poursuivre avec les fonds européens une fois notre entrée dans l'Union européenne vraiment effective. Comme on dépend du tourisme, ça va permettre de développer des magasins de souvenirs, des cafés, des restaurants. Car la situation économique est ici comme dans toute l'Europe, pas vraiment au beau fixe. En récession depuis 2009, la Croatie compte sur son entrée dans l'Union européenne et les fonds qui en découlent pour enfin rebondir. Le tourisme est le principal moteur économique du pays. Il représente presque 20% du PIB. Alors c'est naturellement vers ce secteur que la quasi-totalité des financements seront orientés. L'un des projets consiste à développer la capacité d'accueil touristique, mais aussi à créer 4 écoles de formation hôtelière dans la région d'Almaty. On renforcera ainsi notre attractivité. Avec la crise actuelle, on n'a pas de quoi financer ces projets. Nous attendons donc vraiment que l'Europe nous aide pour ces projets d'importance stratégique. Une attente forte, mais qui a aussi ses contreparties. La Croatie a dû répondre aux exigences de Bruxelles pour intégrer l'Union européenne. Première exigence, l'ouverture à la concurrence et la fin des subventions directes. Les chantiers navals, autre secteur important de l'économie croate, sont les premiers concernés. Les autorités ont alors choisi la privatisation totale du secteur. À Split, un seul repreneur s'est présenté. La société DIV va racheter l'intégralité du chantier pour 500 000 €, une bouchée de pain. DIV était et est la seule chance de reprise pour la survie de l'activité. Donc, on a fait beaucoup d'efforts durant cette période de privatisation.
On a rempli toutes les obligations et 3 fois la Commission européenne a approuvé notre plan de restructuration, donc on est très satisfait de cela. Au 31 mai dernier, la quasi-totalité des 3500 salariés ont été licenciés. Seuls 2000 seront réembauchés, mais pas nécessairement au même salaire. Une casse sociale qui désespère les ouvriers. Ici, le taux de chômage dépasse les 20%. Ça me fait vraiment de la peine. Après 29 ans de travail là-bas, je vois comment les travailleurs, et notamment les plus anciens, résonnent. Et on sent clairement grandir le sentiment de révolte. Les travailleurs ne comprennent pas pourquoi le gouvernement croate accepte toutes les exigences de la Commission européenne. Ils pensent qu'il aurait dû respecter la position de ces travailleurs, de ses citoyens. Car on peut dire que la région dépend de la construction navale et de ce chantier en particulier. Une situation sociale qui peut expliquer le peu d'engouement des Croates lors du référendum d'adhésion à l'Union européenne. En 2012, moins de 45% d'entre eux s'étaient déplacés pour voter. 20 ans après la guerre de Yougoslavie, ce jeune pays de 4 millions d'habitants reste imprégné de références nationalistes. Il faudra du temps avant de voir naître un véritable sentiment européen. Voilà ces images de la côte d'Almaty, reportage signé Jérôme Rabier. Et nous accueillons un futur député européen de Croatie, Andrej Plenković, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez actuellement le statut d'observateur jusqu'au 1er juillet. 1er juillet, vous devenez nouveau député européen croate. Vous avez été élu dans votre pays le 14 avril dernier. Votre pays devient le 28e membre de l'Union européenne. Il attend sans doute beaucoup de l'Union. Mais que va apporter la Croatie à l'Europe ? D'abord, nous sommes très contents que finalement le chemin qui était très long que de notre point de vue, c'est-à-dire 20 ans après notre indépendance, que nous sommes finalement arrivés à ce stade de devenir le 28e membre de l'Union européenne, après beaucoup de réformes, beaucoup de négociations et beaucoup de conditions exigeantes. La Croatie, c'est un jeune pays, mais aussi un pays très très beau, comme vous avez vu déjà pendant ce reportage. Un pays qui porte sa culture, sa richesse, sa tradition, son identité, sa côte adriatique qui fait partie de la Méditerranée, et aussi sa dimension danubienne. Elle porte aussi 4,4 millions d'habitants qui sont prêts d'être des Européens enthousiastes. Alors c'est sans doute des richesses, mais au-delà de cette image un peu de carte postale, sur le plan économique, comment va aujourd'hui le pays ? On a vu qu'en 2009, il était complètement dans la crise. Qu'est-ce qui lui a permis de se relever aussi vite ? La Croatie a eu ces années très importantes du point de vue de croissance économique pendant la dernière décennie, entre 2003 jusqu'à 2008-2009, mais comme partout, après la grande crise financière et économique, on a senti des conséquences qui ont fait une certaine chute de croissance et aussi une augmentation de chômage. Ça, c'est quelque chose qui est un peu similaire dans tous les pays de l'Europe centrale et orientale. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une consolidation fiscale, de consolider notre cadre juridique, notre cadre fiscal et aussi de faire un pays beaucoup plus attractif pour les investisseurs étrangers. Comme ça, nous pouvons avoir une conjoncture économique et une croissance qui pourrait faciliter et améliorer la vie de nos citoyens. Quand vous voyez les plans drastiques qui sont demandés à certains pays européens qu'on qualifie de mauvais élèves, vous n'avez pas peur qu'on demande un jour peut-être la même chose à votre pays s'il n'a pas fait suffisamment d'efforts ? Non, je crois qu'il faut savoir que maintenant, quand la Commission vous dit que vous êtes prêt à entrer dans l'Union européenne, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'experts qui ont regardé chaque détail de notre état de préparation. Mais vous-même, vous avez fait partie vous avez suivi de près ces négociations puisque vous étiez secrétaire d'État aux affaires étrangères. Absolument, dans le Tous les dernier indicateurs gouvernement sont 2010-2011. Oui. Alors nous avons fait beaucoup de réformes pour être aussi bien, je dirais, dans le contexte actuel de l'Union européenne. Nous avons déjà fait partie de ce semestre européen, ce système de la contrôle ex ante, de la coordination de politique économique. Ça veut dire que tous vos documents concernant le budget de la Croatie sont transmis à la Bruxelles et aux Commission autres avant partenaires. que, par exemple, au Parlement croate, pour faire une consultation, est-ce que nos finances publiques sont bien consolidées, est-ce qu'il n'y a pas trop de dettes, etc. Donc vous répondez oui, aujourd'hui la Croatie est plutôt un bon élève ?
Je dirais que nous sommes prêts. Si nous n'étions pas prêts, je dirais que la décision du Conseil n'aurait été pas positive et tous les pays n'auront pas ratifié notre traité d'adhésion en temps. Alors la Croatie est un État préparé pour devenir le 28e membre. On verra après. Est-ce que nous sommes dans la capacité de réagir à toutes les pressions de la compétitivité du marché intérieur. C'est ça qui compte pour nos opérateurs économiques, qui est une certaine exigence et défi plus importants. Alors il y a eu un référendum d'adhésion auprès de la population, mais une partie de la population estime que l'Europe rejette un peu cette adhésion, estime que l'Europe va apporter plus d'ennuis que de solutions. Il y a un sentiment national croate assez fort. Est-ce que vous prenez en compte tous ces paramètres ? Bien sûr, mais il faut se souvenir que nous avons eu le référendum le 22 janvier 2012, que le résultat était 66% pour l'entrée et 33% contre. Le taux de participation, c'était 43%. Alors il y a une décision très légitime de majorité de la population croate. Il y avait toujours un grand consensus politique de tous les partis parlementaires. Quand on a ratifié notre traité d'adhésion au Parlement croate, tous les députés étaient pour. Alors il y a un consensus politique de mainstream, je dirais, dans la Croatie. Il y a bien sûr dans la démocratie les voix qui sont les voix opposantes, qui ne sont pas contents avec l'état de l'Union européenne actuelle, qui croient peut-être que seulement 20 ans après l'indépendance, nous sommes en train déjà de faire partie d'une autre sorte d'État supranational, une structure supranationale. Mais moi je crois, parce que je suis aussi membre d'une partie qui est Hrvatska demokratska zajednica, Union démocratique croate, une partie qui est au sein de PPE. Parti majoritaire ici au Parlement européen. Majoritaire au Parlement européen. On croit au projet européen. On croit que le fait que nous serons membres va nous apporter des bénéfices à nos citoyens, à nos nouvelles générations, à notre économie, à notre niveau de développement social et économique. Alors on parle quand même d'un problème qui concerne votre pays, mais d'autres aussi, mais notamment la Croatie, la corruption qui serait encore importante. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour lutter contre ce fléau ? C'est vrai que la corruption, c'est un phénomène qui était, je dirais, caractéristique dans les pays de la transition. Plus peut-être que dans les déjà démocraties consolidées, mais il n'y a pas pays qui sont immunes pour ce phénomène. Dans l'Europe centrale et orientale, dans toute la région des Balkans. Je dirais que ce n'est pas seulement un problème exclusivement croate. C'est vrai que c'était assez important, mais il y a une forte volonté politique. C'était une des priorités de notre dernier gouvernement. Les institutions qui sont chargées de lutter contre la corruption, c'est le procureur général, c'est un bureau spécial de procureur qui ne s'occupe qu'avec la corruption et la lutte contre le crime organisé, la police, la justice. Il y a tellement de procès qui sont déjà en train et on laisse au cours de décider si quelqu'un était coupable ou non. Mais vraiment, c'est un phénomène qui n'est pas socialement acceptable en Croatie. Eh bien, merci beaucoup, Andrej Plenković, d'avoir été avec nous. On vous souhaite la bienvenue ici comme nouveau député européen. On se reverra très bientôt. Merci de nous avoir accordé cette interview en français. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission, la dernière émission d'Europe Hebdo de l'année. On se retrouve pour une nouvelle session l'an prochain. Merci à tous et à toute l'équipe, Pascal, Serge, Adeline, Julie, Co. Et à très bientôt. Très bonnes vacances sur les chaînes parlementaires.